enfin, les notes en général ne définissent pas vraiment qui tu es, donc, intégralement qui tu es, ou peut-être il a des notes un peu moyennes, et 13, 12, 14, tu vois. Mais à côté, il sait qu'il veut être expert en data science, tu le vois, pendant ce temps libre, il assiste au séminaire, il fait des certifications dans son domaine. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'enrichir, en fait, déjà, il est en train d'enrichir, en fait, son dossier de candidature. Parce que tu vois, tout est en fait tracé. Il veut être expert en ceci. Il ne, c'est pas seulement les notes académiques, tu vois, un peu les notes de l'école. Tu vois, il cherche à côté, il fait des certifications, il fait telle formation, tu vois, de façon indépendante. Tu vois que lui, là, ça permet déjà d'enrichir, en fait, sa candidature. Parce que lorsqu'on regarde, malgré que, voilà, les résultats académiques ne sont pas très waouh, mais quand même, il a un projet, il sait d'où il est en train de partir. Tu vois un peu. Ah, Cela même définitivement. parfois, ce genre de personnes sont même parfois acceptées, contrairement peut-être à ceux, imagine quelqu'un qui ne sait pas où il part, mais il est très brillant à l'école, il a les 17, mais il ne sait même pas ce qu'il veut faire. L'interview que vous êtes sur le point de regarder entre dans le cadre d'une formation complète sur les bourses d'études. Je suis Nathan Tiokou, étudiant en doctorat en intelligence artificielle à Polytechnique Montréal, sous une bourse d'études totalement financée. J'ai par le passé obtenu également une bourse d'études totalement financée de la Mastercard Foundation dans le cadre de mon master en Data Science à la prestigieuse Institut africain des sciences mathématiques, encore appelé EMS. Mais à côté de ces principales bourses d'études, j'ai également eu une série de bourses d'études pour des écoles d'été, d'aucunes qui m'ont fait voyager pour Johannesburg en Afrique du Sud. Et ceci dit, je ne suis pas un génie, je ne suis pas un premier de la classe, mais grâce à des principes bien précis et à l'aide de Dieu, j'ai pu obtenir ces bourses d'études successivement, bien sûr avec des échecs. Mais le plus important, c'est de comprendre que être premier de la classe n'est pas tout simplement ce qui nous garantit l'obtention des bourses d'études. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, vous comprendrez des témoignages des personnes qui ont obtenu des bourses d'études sans toutefois être des premiers de la classe. Et venant d'un système francophone, pendant mon parcours, j'ai réalisé que nous sommes très limités en termes de connaissances ou d'informations pour tout ce qui est des bourses d'études, notamment parce que ces opportunités se présentent principalement en anglais. Ceci dit, plusieurs personnes dans le système francophone passent à côté de ces opportunités. Dans le désir donc d'aider plusieurs personnes, plusieurs jeunes de ma communauté, principalement francophone et africaine, je suis allé à la rencontre de plusieurs étudiants de partout le monde qui bénéficient des bourses d'études totalement financées, principalement en master et en doctorat. Ceci dit, j'ai rencontré des étudiants de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique et même d'Afrique qui essayent de collecter les expériences qu'ils collectaient, voilà leurs approches, des méthodes qu'ils ou elles ont employées pour obtenir des bourses d'études. J'ai condensé tout cela dans une formation que je vous présente dans la description. Je vous prendrai pas à pas, minutieusement, étape après étape, sur comment obtenir ces bourses d'études-là. Éventuellement, on verra ensemble comment écrire vos CV, écrire des lettres de motivation, obtenir des lettres de recommandation et des meilleures approches, des meilleurs emails pour contacter des enseignants. Bref, sans plus tarder, je vous laisserai les détails dans la description. D'ici là, bon visionnage. Salut Franck, bonsoir. Bonsoir Nathan, comment ça va? Ah, je vais très bien, merci. Et toi, comment tu vas? Super bien, super bien. Ah, super, super. Ça fait plaisir de t'avoir dans cet échange. L'idée, c'est principalement, voilà, de partager les différents parcours des jeunes qui ont réussi à obtenir des bourses d'études. Ce serait, pour ma part, un modèle pour d'autres jeunes qui se rencontrent actuellement des situations financières difficiles et qui souhaitent avancer avec les études, mais qui, voilà, pour des raisons financières, ne peuvent tout simplement pas continuer avec les études. Donc, ceci, ce serait plus un moyen d'inspiration pour ces jeunes-là. Et au-delà même des opportunités des bourses d'études à l'étranger, de voir qu'il y en a des jeunes exactement comme vous, qui sont passés par les mêmes réalités que vous, qui actuellement font des études supérieures, notamment la recherche, le doctorat, tu vois. Actuellement, tu es un doctorant à Paris, en France, ayant obtenu 3 masters
Et, et aujourd'hui, tu te retrouves en train de faire un doctorat. Donc, ton parcours est certainement une inspiration pour ce jeune-là qui est au secondaire, à l'université de Douala, dans les mêmes conditions dont tu as été notamment, et qui se dirait, est-ce qu'un jour je ferai ce parcours-là? Est-ce qu'un jour j'y arriverai? Donc, l'idée, c'est de partager ton parcours et on entrera en détail dans ton background, comment tu as réussi à obtenir des bourses d'études pour continuer tes études aussi bien au Cameroun comme tu l'as fait à EMS et également à l'étranger. Donc, aujourd'hui, Très bien. quand on te salue, comment est-ce que tu te définis? Parce que personnellement, te connaissant, je ne saurais vraiment te donner certaines casquettes, tu vois. Aussi bien tu es entrepreneur que tu es étudiant, tu es dans beaucoup de secteurs. Donc, je vais te laisser le soin de te présenter. C'est vrai que cette petite introduction donnerait déjà un scope sur qui tu es, mais voilà, c'est toujours mieux de l'entendre de ta personne. D'accord. Merci beaucoup Nathan de m'avoir invité pour cette voilà cette plateforme en fait. Déjà, je trouve le projet très intéressant et ce que tu fais, c'est très formidable. Donc Merci. moi, à l'état civil, je m'appelle Sandy Frank. Comment je me définis? Je vais dire actuellement, je suis un genomic data scientist. Ça, c'est Ok. mon un genomic data scientist. Tu connais un peu ce que je vais dire en fait. Un Yeah. data scientist, mais je travaille sur des données génomiques en fait. OK. Et en parallèle aussi, voilà, je fais lance certains business, j'entreprends certains trucs, voilà. On dit tout qu'il ne faut pas mettre. Oui, quand tu as une passion, moi j'ai une passion en fait pour l'entrepreneuriat et puis une autre passion en fait pour la recherche, voilà. Donc je fais les deux en même temps. Certainement, on entrera Ouais. dans beaucoup de détails dessus. C'est vrai que ta présentation, elle est assez humble, je dirais, mais compte sur moi pour détailler ton parcours. Donc, dis-nous, Ok. tu as fait ton secondaire, aussi bien une partie à IDEA et également à Yaoundé. Ensuite, tu as obtenu ton baccalauréat à Yaoundé, pardon, pour faire ensuite l'université à Douala. Quel a été le contexte de tes études secondaires? Est-ce que tu as fait des écoles secondaires de qualité? Quel a été le contexte de tes études secondaires? Est-ce que tu viens d'une famille, voilà, moyenne? Voilà. Donc bon, je ne dirais même pas que je viens d'une famille moyenne. Moi, je dirais que je viens d'une famille de débrouillards où le papa, voilà, le papa est commerçant, il se débrouille, la maman était commerçante, elle se débrouillait. Donc, ce qui se passe, c'est que je fais mon secondaire. Je suis né à IDEA. Je fais le primaire, une partie de secondaire à IDEA jusqu'en la classe de seconde où, à cause d'une raison X, bon, c'était une raison un peu, ma maman était malade, donc elle était à l'hôpital à Yaoundé, elle était à l'hôpital central. J'étais obligé d'aller continuer mes études, voilà, chez la tante à Yaoundé où ma maman restait. Du OK. coup, c'est là-bas, c'est à Yaoundé, l'université, pas l'université, désolé, au lycée bilingue de Yaoundé. Lycée bilingue, celui qui a Essos là-bas, que j'obtiens mon baccalauréat. Et ça, c'était en 2014, oui. J'obtiens le baccalauréat en 2014. Déjà, je vais avouer que moi, au secondaire, j'étais extrêmement brillant. Ça, c'est pas pour me vanter, mais j'étais très, très brillant. J'ai eu mon baccalauréat avec mention très bien. Donc, tu peux C'est imaginer que important. j'étais très brillant. C'est important Et de quand le je faisais dire. mon secondaire, j'étais passionné par deux trucs au secondaire. J'étais passionné par les mathématiques d'un côté et par la biologie de l'autre côté. Donc, comme profession, en fait, étant au secondaire, moi, je disais que bon, soit je voulais être médecin parce que j'aimais trop la biologie, soit je voulais être, voilà, ingénieur, mais moi, je pensais plus à ingénieur en statistique, tu vois un peu. Mhm. Notamment, on avait un professeur, mon professeur de mathématiques me parlait trop d'ICA, qu'il fallait faire ICA, tout ça. Donc, je OK. voulais soit être ingénieur statisticien, soit faire médecine. Donc, il arrive donc, voilà, au Cameroun, lorsqu'on finit de composer le bac, il y a les préparations au concours. Voilà, je finis le bac, mais voici, je pars à Intelligence Corporation, voilà, où je fais prépa concours. Mais comme Polytech venait avant, Polytech Yaoundé, c'était le premier concours, je pense que le concours qui venait avant, Fac Médecine, c'était en septembre à l'époque là. Mhm. Polytech venait peut-être, je dirais, en juillet. Non, je me lance dans la préparation du concours de Polytech Yaoundé, voilà, je bosse. Quand je finis de composer le concours, moi, j'étais sûr que j'ai passé. Bon, je ne voulais même plus préparer notre concours. Moi, j'étais sûr et certain que le concours, là, que Polytech, s'il faut prendre une personne, c'est moi qu'on va prendre. J'étais très confiant, voici. Donc, c'est comme ça que je ne fais plus, j'abandonne le projet de, voilà, faire prépa médecine, je ne fais même plus fac médecine. Je ne me préinscris même pas à l'université. Parce que avant que les résultats ne sortent, voilà, c'est pourquoi je vais dire pourquoi je suis descendu à Douala.
avant que les résultats ne sortent, comme voilà, vous composez ça tarde, ça sort peut-être en fin août, je ne sais pas trop. Entre-temps, donc, il y a les prescriptions qui se passent à l'université. Donc, les élèves normaux, ce que je dirais, c'est que les élèves normaux, en attendant les résultats de concours, quand août arrive, font déjà des prescriptions. Ah, bien sûr, Moi, on bien m'avait sûr. dit que va faire la prescription à Ngwaike, la mathématique. J'ai dit que non, j'attends Polytech. Polytech sort, donc je n'ai pas eu Polytech. Dommage vraiment que je ne l'ai pas eu. Et quand je pars en Guayaquil pour me préinscrire, c'est comme ça qu'on me dit que bon, en mathématiques, c'est déjà, il y a saturé. En filière mathématiques, c'est déjà saturé. Donc, je regarde donc, voilà, les universités qui sont encore disponibles. Il y avait Boya qui était ouvert. Il y avait, je voulais pas partir à Tchang. Il y a aussi Tchang qui était encore ouvert. Il y avait l'université de Douala qui était ouverte. Moi, je n'avais jamais vécu à Douala. Comme ça que j'ai décidé de descendre sur Douala en Stéphane août, mi-août, je ne me rappelle plus trop. 2024, je descends sur Douala, je fais ma préinscription et j'entame les études de mathématiques à l'université de Douala en filière mathématiques en 2014 et par la suite, en 2017, j'obtiens la licence. La licence était en mathématiques, maths appliquées à l'université de Douala. Okay. Une fois que j'ai cette licence, je fais le master 1, j'ai mon master 1. Je passe à master 2, je fais le master 2, je valide mon premier semestre de master 2, je travaille sur le mémoire et une fois que je suis en train de travailler sur le mémoire, voilà, j'obtiens la bourse du MSE, c'est comme ça que je pars à MSE. Cette année-là, je ne termine pas le mémoire, je pars à MSE où je fais encore un an, voilà, MSE, tu connais très bien MSE, je fais encore un an, j'ai le master de MSE. Une fois que j'ai eu le master de MSE, je m'envole pour l'Allemagne. Et on va arriver un peu, oui, déjà parler même, un peu plus en détail. Avant même d'y arriver sur ton master à EMS, tu as eu ce parcours-là de minimum 4 ans à l'université de Douala. Quel était le contexte de tes études à l'université de Douala? Est-ce que c'était un environnement qui était assez challengeant pour toi ou alors tu as eu des préparations pour embrasser ce monde et cet univers de l'université? Pour moi, en fait, c'était une expérience assez challengeante. Pourquoi? Parce que déjà, moi, j'arrive à Douala, je suis le premier de ma famille à arriver à l'université. Oh, wow. Je n'avais pas trop oui, j'étais le premier né de ma famille à arriver à l'université, c'est-à-dire entre mes frères et sœurs. Donc, je n'ai pas eu l'orientation des grands frères, tu vois, un peu qui ont fait la chose. J'avais un cousin qui faisait FG, mais il ne faisait pas le poulailler parce qu'à l'époque, on appelait le poulailler. J'arrive, et il faut bien noter en fait que j'étais anglophone. J'ai fait un bac, un cursus anglophone jusqu'au bac. Okay. J'ai choisi l'université francophone. Donc j'arrive, ça c'était vraiment une grosse frustration. Un gros challenge, définitivement. Vraiment un challenge parce que la première année, j'arrive sur Douala, on fait cours. J'avais tout. Je comprends le cours parce que je parle le français. Mais imagine quelqu'un qui a eu l'habitude, qui a étudié en anglais pendant peut-être près de 15 ans, 16 ans, jusqu'à voir son bac, tu vois un peu. Et du coup, je commence à faire cours en français. Ce qui se passe dans sa tête, c'est que toi, tu me parles en français. Moi, je traduis avant à l'époque. Je traduis en anglais dans ma tête. J'essaie de réfléchir en anglais. Une fois que j'ai la réponse, je traduis en français pour que tu vois un peu le circuit de communication, c'était un peu challengeant et ça faisait en sorte que même parfois je connaissais des trucs parce que c'était mathématiques, j'avais fait mathématiques, j'étais brillant en mathématiques, je connaissais même des trucs mais parfois je restais tranquille parce que j'avais peur, je me disais que peut-être je n'ai pas la bonne approche, peut-être. Mais un truc que c'était un challenge. Mais en fait, je me suis pas en fait appuyé sur ça en fait voilà pour accepter la défaite. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis entouré des amis, j'avais des amis aussi. À l'université de Douala, j'ai rencontré des camarades francophones extrêmement brillants en mathématiques. Notamment, peut-être, tu peux connaître le camarade Chato qui fait sa thèse au Maroc. Il y a un autre en Allemagne, il a fait MC, il fait sa thèse aussi. Il fait sa thèse en Allemagne, il est aussi à l'université. Et puis, il y a une autre au Canada, elle a ETL là. Elle est passée à ETL. Donc, je m'entoure de ces 3 personnes. Les gars étaient extrêmement brillants en mathématiques. Donc, tu sais, en fait, si tu marches avec les forts, bien sûr, tu vas devenir fort. Donc, c'est comme ça qu'on s'accroche. Première année, je m'accroche derrière eux. On bosse ensemble. Deuxième année, troisième année, c'est ce que j'obtiens ma licence, en fait. Donc, ça, c'était mon challenge. Et si, en fait, je me dis, en fait, que s'ils n'étaient pas là, parce qu'au départ, quand je ne les connaissais pas, j'étais seul. C'était vraiment compliqué. Mais une fois que je les ai rencontrés, on a commencé à bosser ensemble. Voilà, j'ai commencé à m'améliorer. J'ai commencé à comprendre le système francophone petit à petit. Bon.
il a vraiment fallu du temps parce que au bout de 3 ans, moi j'ai eu ma licence avec 12 très faible, tu vois, mais c'était parce qu'une fois que je suis entré, il fallait que je comprenne le système francophone, je m'adapte, tout ça, et voilà, une fois quand j'ai entré en première année, je pense que nous étions au moins sur même 20 anglophones, même au Mhm. moins sur 20 anglophones en Yeah. mathématiques. Mais en troisième année, je me rends compte que je suis le seul non, nous sommes 2 anglophones en mathématiques en troisième année. Et avoir la licence l'année là, en 2017, je suis le seul anglophone. J'ai dû me faire C'est remarquer assez par drôle. Gagne, par Fils. C'est Ouais, assez ouais, ouais, drôle. je me sens C'est ouais, parce que. assez drôle parce que tu vois, j'aime très souvent poser cette question-là. Dans mon badge en Mhm. licence, nous sommes entrés à 700 en informatique et nous sommes sortis Ouais, à 17 après 3 ans. ouais, tu Et quel vois, était c'est le toujours comme ratio? ça. Quel était le ratio de votre côté? Chez nous, nous sommes entrés mathématiques toujours 700, mais nous sommes sortis peut-être au moins 23 ou 25 comme ça. Ok, On je n'atteignait vois. pas Après 25. 3 ans, oui. Après 3 ans, ouais. Mais Bon, moi, qu'est-ce je vais pas dire après 3 ans parce qu'on a croisé, il y a d'autres camarades qu'on a croisés en troisième année, voilà, qui avaient juste quelques matières qui faisaient. qui Je complémentaire? pense que, exactement. Donc, tous ceux qui sont sortis en 2017, filière mathématiques, moi, j'étais à maths appliquée, nous étions à peu près 25 ou 24, y compris les redoublants. Il y en a qui, je veux dire, j'ai échangé avec plusieurs personnes et ça revient encore, cette idée selon laquelle l'environnement qu'ils ont eu, ou alors le groupe des personnes avec lesquelles ils se sont entourés, a contribué énormément à leur succès. Et très souvent, c'est connu, si tu marches avec des forts, comme tu l'as dit, tu seras fort. C'est assez Ouais. généralisé parce que bon, on se dit ce sont les règles de la vie, mais très peu réalisent à quel point s'entourer des personnes, même sur une échelle universitaire, disons, dans un contexte universitaire, c'est favorable. Université, oui. Pas seulement pour, voilà, réussir, you know, ou juste avoir des amis. C'est fondamental parce que, bien sûr, on en parlera. Quand tu évolues dans Bien l'univers de sûr. la recherche, tu as besoin de travailler avec des groupes, tu as besoin de travailler en équipe, tu as besoin En d'avoir une équipe, ouais. team. Oui. Et c'est une compétence sociale qui se bâtit et qui, bien sûr, devient de plus en plus utile quand tu évolues dans la société. Donc, Bien sûr, ça dis, c'est vrai. Même les hommes d'affaires, tu les vois, ils vont dire que si tu marches avec 10 milliardaires, tu seras le 11e milliardaire. Tu marches, certainement. justement, en fait, c'est un truc qui est vérifié, qui fonctionne, qui marche très bien. C'est comme ça. Et alors, Et voici. surtout dans le cadre de la recherche, comme tu as dit, il faut s'entourer, en fait, de, voilà, des bonnes personnes, des personnes qui pourront te tirer vers le haut. Ouais. Certainement, certainement. Voici, tu dis, tu t'es entouré de ces personnes avec qui vous avez bossé. Ça t'a permis de te développer certainement par rapport à tes lacunes, par rapport à tes challenges. Alors, tu as par la suite continué en master 2 où tu étais en train de rédiger ton mémoire et puis tu as postulé à EMS. Comment est-ce que tu as été exposé à l'opportunité de EMS? Ok, bon, très belle question parce que moi déjà, tu vois, quand tu entres à l'université, en fait, quand tu n'as pas des parents tu n'es pas issu d'une famille, je vais dire, famille d'où il y a de l'argent, tu vois un peu. Nanti, oui. Famille, voilà, où on peut où, voilà, le papa peut se permettre d'envoyer étudier à l'étranger par ses propres fonds. C'est qu'elle a, c'est quand tu n'es pas dans de ce genre de famille, il faut Yeah. réfléchir comment faire. Parce qu'une fois que c'est nous, on a le poulailler, tu entres à l'université, en fait, c'est comme si tu ne vois pas, en fait, tu as l'impression de ne pas avoir d'avenir parce que tu ne sais pas où tu pars, surtout dans le contexte du Cameroun. Tu as l'université de Douala, tu fais mathématiques ou bien informatique. En fait, Mhm. tout va être flou. Tu ne sais pas où tu pars. Donc, moi, dès que je suis entré à l'université, dès la première, deuxième année, j'ai commencé à m'intéresser aux bourses. Bon, je m'intéresse aux bourses parce que initialement, c'est que on m'avait dit en fait que quand tu as un bon bac, tu as des bacs, un bac avec des très bonnes mentions, tu peux avoir les bourses. C'est quoi, dès la première année, je commence à m'intéresser aux bourses. Et en troisième année même, moi, quand il dit m'intéresser, c'est que je cherchais, je partais sur Internet. Moi, à l'époque, même Internet était un peu cher. Maintenant, c'est très moins cher. Je partais sur Internet, je tapais bourse licence de mathématiques sur Google, bourse licence de mathématiques en France. Donc, juste des trucs comme ça. Bon, j'essayais de chercher. En 2017, quand j'ai obtenu ma licence, j'ai eu une bourse. La première bourse même que j'ai obtenue, c'était une bourse en Russie, High School of Economics, HSE. Ils lancent cette bourse même chaque année. Donc, je poursuis pour la bourse pour faire un master en mathématiques et économie à High School of Economy en Russie. Ils me donnent la bourse.
Une bourse totale, en fait. Mais ce qui fait en sorte que je ne pars pas, j'accepte l'offre de bourse. Une fois que je cause donc avec les parents, les amis, tout, on me dit que bon, la Russie, ouais, tout ce qu'on sait, à l'époque, la Russie de maintenant, en fait, la façon dont on percevait la Russie, ce n'est pas comme Oui, la oui, Russie oui. d'aujourd'hui. On se dit en fait que bon, on peut pas, tu imagines, 2017, on parle de la Russie, que tu vas partir aussi. Imagine, comme c'est quand tu ne connais personne, je connaissais personne là-bas. On me Mhm. dit qu'en Russie, il y a du raciste, tu n'as pas la possibilité de travailler, tu vois, c'est comme ça que bon. Après de longues réflexions, en fait, il dit que bon, peut-être je vais pousser, continuer en master, tout en continuant, en cherchant les bourses. Quand j'arrive en master 1, il y avait la personne, on avait, bon, le professeur Ngake, voilà, le professeur Ngake, un jour, il est en train de faire cours, il nous parle de EMS. Il dit qu'il va aller enseigner à EMS. Donc, on dit que mais EMS, on commence à faire des recherches, donc on voit que bon, EMS, c'est une école panafricaine, voilà, qui offre Mhm. des bourses. Il enseigne tout au mois de septembre. Lorsqu'il revient, donc, on faisait master 1. Nous sommes trois, moi et toujours mes deux amis là, l'autre qui est en Allemagne et Tchato qui est au Maroc. On s'est dit donc que bon, on va candidater pour MC. On commence le processus en ligne, on se documente sur Internet, on voit, on ouvre les profils, on commence à candidater. Maintenant, il faut les recommandations. L'aide de recommandation. À l'époque, là, moi, je n'avais jamais entendu parler de l'aide de recommandation, en fait, tu vois. Et moi, tu fais une candidature, on te dit, OK, recommandation, mais on dit que bon, comme professeur Ngake, il enseigne à MC, on va aller vers lui, peut-être il va nous procurer des lettres de recommandation. Mhm. On arrive déjà, c'est difficile, d'accord, tu connais le contexte de Ah, l'université, ça, déjà c'est même sûr. débuter la lettre, tu sais tout ce que tu dois faire, comment tu dois marcher, le temps qu'il faut qu'on Mhm, t'accorde même, il mhm, compte, donc. Un jour, il dit donc, bon, venez me voir, on le voit après le cours. Il dit que bon, vous trois, vous voulez les lettres pour MC. Nous voici, on dit oui. Du coup, il dit que lui ne peut que recommander une personne. Choisissez la personne entre vous trois. Choisissez la personne entre vous trois. Donc, du coup, bon, on a du mal à choisir la personne entre nous trois. Du coup, il répond qu'il va choisir, mais il va se baser sur les notes. Bon, à l'époque, là, c'est notre camarade qui est en Allemagne, Pierre. Il avait des meilleures notes en cycle licence, les deux boosters. Donc, c'est comme ça pour ce gars que le recommande pour MC, par MC, nous, on faisait Master 1. Moi, donc, alors, je ne me décourage pas. J'avais en tête que bon, de toute façon, même l'année Mais prochaine, je pourquoi vais tu n'as pas candidater. vu, pourquoi tu n'as pas vu un autre professeur ou bien, ou alors vous n'avez pas vu d'autres enseignants pour vous aider? En gros, ce qu'on pense, notre pensée à l'époque, là, c'était que comme gars qui enseigne là-bas, c'est sa recommandation qui doit passer. Ah, Tu vois ok, un peu. je vois, je vois, je Notre vois, je pensée, vois. c'était comme il enseigne là-bas, s'il te recommande, ça doit passer. Hmm. Et les autres professeurs, moi, je vais pas, moi, j'ai vu d'autres professeurs, mais je ne pense pas, j'avais vu le professeur Bourne. J'avais peut-être envoyé un mail, mais je pense pas qu'il avait répondu. Donc, du coup, le processus de candidature pour nous, ça s'est stoppé à ce niveau-là. Mais Donc, l'année là, qu'est-ce qui selon toi justifie le fait qu'il y a une certaine tension, une certaine distance entre les étudiants et les enseignants à l'université, aux universités publiques, particulièrement à l'université de Douala, dans le cas d'espèce on parle? mais c'est très simple. Une fois, c'est après avoir vécu ici que j'ai compris en fait que le problème, c'est que les Africains s'attachent trop au titre, le titre de Ok. professeur. Le professeur veut absolument que tu l'appelles professeur tant. Du coup, ça crée déjà un complexe, une certaine distance entre, tu vois un peu, il n'y a pas de, comment on dit, de Il n'y a pas de familiarité, il n'y a pas exact, de exact, rapprochement exact. entre le professeur et l'étudiant, tu vois un peu, non, ça crée cette Mhm, distance. mhm. Par contre, tu vois, ici en Hérault, même mon encadreur, moi, je ne l'appelle pas professeur. Oui, Je l'appelle, tu vois un peu, en fait. t'appelles, t'appelles Jean, ok, Jean, comme ça, tu vois un peu. Ce n'est pas un manque de respect. Parce que en Afrique, ils voient ça comme un manque de respect. Donc, ils sont accrochés au titre. Au titre. Tu Ah, dois dire ok. professeur Jean. En gros, c'est ils sont accrochés au titre et ça crée cette distance. En fait, c'est ça. Hmm, je Or, vois. ici, c'est parce que le professeur, c'est un être humain comme toi. Juste que voilà, c'est ton enseignant. Mais il n'est pas accroché. Parfois, mais ils vont te dire que tu n'as pas besoin de dire professeur. Mais quand tu dis même professeur, tu es même un peu gêné. Tu vois un peu. Hmm. Donc, moi, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle, voilà, les étudiants sont très loin. Il y a une certaine distance entre les étudiants et les professeurs, notamment dans nos universités africaines. C'est à cause, je pense, de ce complexe de titre-là. Oh, oh, good, good. Alors, tu étais en train de dire que tu as par la suite continué en Master 1. En master 2. Ouais, j'ai fini le master 1, je suis pas là M cette année. Un ami est parti, Pierre.
Et Ok. l'année qui suit Master 2, c'est donc d'où maintenant moi-même je candidate, mais je pourrais plus prendre une gars que comme recommandation, comme la personne devait me recommander. À l'époque là, je croise Dr Hans. Dr Hans, oui. Ok. Donc, Dr Hans venait de finir son doctorat, il était tuteur à EMS. Du coup, il vient à Douala. C'est comme ça qu'on se croise. Je discute avec lui. Comme c'était un jeune, il a fait ses études à l'IMS au Bénin avant d'être tuteur à EMS. Je discute comme ça que bon, moi, j'aimerais avoir une lettre pour EMS. Du coup, il est très Vous content. aurez- Il me recommande rapidement. Il m'a donné une lettre de recommandation, pape. Et puis, c'est comme Mais ça que voilà, j'ai été accepté à EMS. faut dire que tu étais vaillant parce que, vois-tu, et c'est vrai que des titres voilà, créer une certaine distance entre les étudiants et les enseignants. Mais il faut dire que ça demande également du courage, comme celui que tu as eu pour te rapprocher des enseignants et dire que, monsieur, voici, je suis en train de postuler à cette opportunité et j'ai besoin de votre soutien. Et dans la majorité des cas, ils seront enclins à vous aider s'il y a possibilité, s'il y a moyen. Donc, faut saluer également cet Mm. aspect-là que tu avais du Ouais, ouais. courage, en effet, pour te rapprocher et chercher des opportunités. Alors, c'est ainsi que Justement, parce que tu échanges avec lui, il accepte de te recommander. L'année qui suit, tu vas à EMS. je pars à EMS. Donc, la première opportunité de ma vie, c'est quand je me retrouve à EMS, en fait, je vois, je dirais que, en fait, j'avais l'impression d'être dans un autre monde parce que j'ai vu une manière d'enseigner que je n'avais jamais vue auparavant. Tu vois, EMS, les professeurs, des grands professeurs qui viennent de l'étranger, la façon dont ils enseignent, le cadre même, je me suis dit que non. En fait, Et, j'étais vraiment, moi, ça, c'était une expérience, c'était ma première expérience, tu quittes du poulailler, d'où il y a, tu vois. Tu arrives dans un cadre où on t'offre tout. On te donne Internet, on te donne tout, la bibliothèque, la nourriture, on te dit, même il tes faut habits, le, on lave, on te dit que tout ce que tu as fait, c'est d'apprendre. Mais avec ça, comment tu ne vas pas réussir? Comment tu ne vas pas réussir? Tu vois un peu. faut dire que c'est exceptionnel le travail que EMS Ouais, fait. ouais. Et juste pour information, il n'y a pas que EMS qui offre des opportunités aussi larges que celle-là. Il y a beaucoup d'instituts dont peu de personnes sont au courant. Et malheureusement, c'est vrai que ces interviews et ces échanges sont assez biaisés parce que c'est plus avec des étudiants de EMS que j'échange. Toutefois, il est important de Ouais. signaler qu'il y a plein d'opportunités à l'extérieur. Oui, Et il y a plein d'autres opportunités, ouais. et que Peut-être d'ailleurs on va, EMS, on en parlera certainement, et que d'ailleurs EMS est ouais, sélectif, parce qu'à la fin de la journée, il faut être bon tout de même. Et ça me pousse à la bien prochaine sûr. question que j'ai à te poser. Sachant qu'il n'y a pas de liste de critères sur le site web de EMS qui précise exactement sur quelle base ils sélectionnent leurs étudiants dans cette pile de candidatures assez compétitives, quelle est selon toi ou quelles sont selon toi ces compétences-là qui t'ont permis de te distinguer et d'être accepté à EMS? Bon, je sais, en fait, d'un premier temps, je sais quand même que EMS se base, alors, je vais dire, il y a les résultats académiques, bien sûr, qu'ils regardent, ça c'est sûr, mais ce n'est pas que ça. Parce que je vais insister sur le fait que ce n'est pas que ça. Ils regardent aussi, en fait, ton projet professionnel de façon globale, tel que tu décris dans tes lettres de motivation que tu vas envoyer. Donc, ils essaient d'avoir une vision globale sur le candidat, son projet professionnel, sa vision, où est-ce qu'il veut partir. C'est pour ça, en fait, que quand tu as un projet professionnel très clair, qui est en cohérence, bien qui est en accord avec ce que tu as eu à faire, voilà, tout au long de ton parcours, tu as toutes tes chances d'être sélectionné à MC. Même si tu n'as pas de forte moyenne, parce que nous, on a vu des gars, en fait, avec des 17, comme 17 de moyenne qu'on refuse à MC. On accepte même certaines personnes qui ont 12 en licence, tu vois un peu. Tout dépend, en fait, je pense qu'ils vont regarder ton projet professionnel de façon générale pour dire en fait que ceux qui ont 12 peuvent candidater, ceux qui ont 17, tu vois. Il y a le critère, l'excellence académique, voilà, il y a aussi le projet professionnel, la motivation, tout ça. Moi, je pense que ça fait partie de leurs trois critères. Pour toi, quelqu'un qui, Ouais. par exemple, a, comme tu l'as dit, une note pas nécessairement bonne, une note passable, et qui se demande comment est-ce qu'il peut optimiser
sa candidature afin d'être sélectionné. Quelle est selon toi l'approche idéale pour te vendre? Parce qu'à la fin de la journée, tu peux avoir ces compétences, tu peux même avoir, comme tu l'as dit, 17 de moyenne, mais tu n'es pas nécessairement sélectionné. Et tu as parlé de projets professionnels de façon générale. Est-ce que tu peux rentrer dans les détails dessus? Ouais, projet professionnel, je vais prendre un exemple très simple. Imagine quelqu'un qui veut être, je suppose, ok, quelqu'un qui veut être expert en data science, par exemple. Il veut en fin de journée ou bien en fin de compte, il veut être un data scientist. Il fait un parcours de mathématiques ou d'informatique à l'université où voilà, les notes en général ne définissent pas vraiment qui tu es, bon, intégralement qui tu es, ou peut-être il a des notes un peu moyennes, et 13, 12, 14, tu vois. Mais à côté, il sait qu'il veut être expert en data science, tu le vois, pendant ce temps libre, il assiste au séminaire, il fait des certifications dans son domaine. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'enrichir, en fait, déjà, il est en train d'enrichir, en fait, son dossier de candidature. Parce que tu vois, tout est en fait tracé. Il veut être expert en ceci. C'est pas seulement les notes académiques, tu vois, un peu les notes de l'école. Tu vois, il cherche à côté, il fait des certifications, il fait telle formation, tu vois, de façon indépendante. Tu vois que lui, là, ça permet déjà d'enrichir, en fait, sa candidature. Parce que lorsqu'on regarde, malgré que, voilà, les résultats académiques ne sont pas très waouh, mais quand même, il a un projet, il sait d'où il est en train de partir. Tu vois un peu. Ah, Cela même définitivement. parfois, ce genre de personnes sont même parfois acceptées, contrairement peut-être à ceux, imagine quelqu'un qui ne sait pas où il part, mais il est très brillant à l'école, il a les 17, mais il ne sait même pas ce qu'il veut faire. Tu vois un peu. Il est très brillant à l'école parce qu'il y a des gens, en fait, qui sont très brillants. Ils savent, voilà, restituer. Moi, je sais qu'il y a des appels des bons restitueurs. Le professeur peut dire ABC. Il restitue, lors de l'évaluation, il restitue le même ABC. Il va avoir 20 de moyenne. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est plus, de façon générale, il est plus brillant que quelqu'un, en fait, qui n'est pas capable de restituer ABC? Il va restituer peut-être AB, mais à côté, il va faire X, Y, Z. Tu vois un peu. Et Et c'est celui qui a important. juste ABC n'a jamais réussi. Tu C'est vois un peu. c'est clair, c'est Et clair. donc, c'est tout ça dans l'ensemble. Et c'est important de préciser que, voilà, Mhm. il y a plusieurs profils de candidature et en fonction de la bourse d'études ou des opportunités, des critères sont différents. EMS bâtit Ouais, des personnes qui ont une vision, des personnes qui vont redonner à la communauté, des personnes qui, voilà, ont un projet d'avenir, comme tu l'as dit. Et ouais. et c'est ce qu'ils cherchent. Ça fait partie également de leurs critères. Bien sûr qu'il y a une certaine excellence. Et j'ai tellement aimé cette idée-là selon laquelle tu parlais de, de certification. Aujourd'hui, les jeunes pensent que les certifications que l'on recommande très souvent d'avoir, c'est uniquement pour des buts de service providing, de promouvoir des services. Pourtant, c'est pas Mhm. seulement ça. Ça entre également dans votre dossier, ça entre dans votre CV. Et j'espère que l'on pourra en Bien parler. sûr. Il y a également cette réalité que beaucoup de jeunes euh, ne comprennent pas encore, qui est que peu importe ce que vous avez fait, aussi petit que cela peut être, que ce soit en termes de formation, de certification, peu importe la job que vous avez eu à faire, trouvez un moyen de bien marketer cela dans votre CV, dans votre profil. Tout est Ouais. communication. À la fin de la journée, on a tous fait beaucoup de choses. Mais comment est-ce que l'on vend cela? C'est ça qui nous distinguera d'une personne X à une personne Y. C'est important. Y. Ouais. Avançons, continuons dans cet échange. Donc, te voilà qui entre à EMS. Tu es complètement blown up par cet environnement qui est différent de ce que tu avais vu par le passé. Tu as une nouvelle méthodologie, une nouvelle approche à l'enseignement. Tu as des enseignants qui sont disponibles au campus avec toi et tu es dans un Ouais. environnement d'une compétition saine, je dirais, en ce sens où vous êtes là pour vous aider, vous êtes là pour vous entraider. Personne n'est l'ennemi de personne. Ouais, ouais. L'idée, c'est de grandir ensemble, d'évoluer ensemble. C'est ça que EMS favorise, ce panafricanisme-là. Quels sont, selon toi, Ouais. ces grands takeaways, ces grandes compétences, connaissances, ressources que tu as tirées de EMS lorsque tu regardes en arrière? Qu'est-ce que EMS t'a apporté que tu dirais, voici les points clés, les 3, 4, 5 points clés que je dirais, dont je serai éternellement reconnaissant envers EMS? Déjà, pour commencer, je dirais déjà, c'est MC.
c'est après avoir terminé EMS, en fait, que j'ai réalisé vraiment que EMS est vraiment connu. EMS, c'est une institution de mathématiques très connue, même ici en Europe. Parce que même quand j'arrive à Paris Cité, un jeune professeur en train de faire cours, et puis moi, je me présente, je dis que je viens de EMS. Il connaît EMS. Donc, déjà faire partie, en fait, de cette communauté, c'est d'un très grand avantage. Parce que partout où tu vas partir, tu vas arriver dans certains milieux, tu vas dire que tu viens de EMS, on connaît EMS. Et tu es déjà avantageux, en fait, tu vois un peu. Déjà, dans cet aspect-là, en fait, déjà faire partie de cette communauté, déjà, c'est bénéfique pour ton parcours ultérieur. Aussi, un autre takeaway que je prends de EMS, en fait, c'est cet aspect de give back. Tu vois un peu. Yeah. Cette give back, share what you know. Moi, ça EMS à l'université de Douala, tu vois, c'était plus, comme tu as dit, c'était plus une compétition. Les gens étaient plus en compétition. Telle sorte qu'un étudiant même connaît un truc, tu demandes parce que c'est la veille des CC, il va pas te dire parce que tu vois un peu, il y a Yeah. cet esprit de compétition. À EMS, c'était différent. À EMS, tu vois, il y a l'esprit d'entraide. Cet esprit d'entraide que voilà, j'ai cultivé à moi durant un an. Je pense que pour moi, c'est né à EMS parce que j'arrive à EMS, je me rends compte que non, tu peux fréquenter, tu peux apprendre et t'entraider avec des camarades, vous pouvez avancer ensemble, tu vois un peu que la connaissance est faite Partager. pour être partagée, pas pour être stockée. Donc, il y a ce takeaway aussi que je prends de EMS, l'esprit du, voilà, sharing knowledge, partager ce que tu connais. Et aussi, bon, EMS aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, tu vois, c'est comme une famille. Moi, je dirais que EMS, c'est comme une famille. Par exemple, parfois, quand j'arrive au Cameroun, académique d'arrêteur de présentement, là, Daniel, par exemple, il m'invite pour des conférences, tu vois, un peu. À EMS, par exemple, tu vois, c'est comme une famille. Bon, il y a plusieurs points. Moi, j'ai gagné beaucoup de choses en passant à EMS. Et aussi, au-dessus de tout, c'est que le fait qu'il y a EMS dans ton CV, parce que moi, je disais que l'élément déclencheur, peut-être des bourses que j'ai eu après, je pense qu'à 80-70% au moins, ça provient du fait qu'il y avait EMS, j'étais passé par EMS. Il Et faut dire que là, c'est sûr et certain. C'est sûr certainement, et certain. certainement, Ouais, ouais, ouais. ça t'a Donc, donné une exposition, ça t'a donné une exposition. Mais j'aimerais exactement. que l'on discute. C'est vrai que c'est pas très connexe au sujet. J'ai l'impression qu'il y a un certain lobbying, tu vois, dans cet univers universitaire. Euh, des gens qui sont sortis de Harvard, des grandes universités, trouveront facilement ces passes-là pour entrer dans d'autres sphères de la vie. Tandis que d'aucuns qui sont sortis, des universités comme l'université de Douala, et s'il vous plaît, c'est pas pour déprécier l'université de Douala, mais c'est dire que des universités qui ont une certaine renommée, voilà, permettent facilement à certaines de naviguer entre grandes universités. Et c'est un fait. Et c'est un fait. Donc, EMS également a apporté cette certaine crédibilité de se dire, hey, écoute, si quelqu'un a été accepté à EMS, être sélectionné à EMS, c'est parce qu'il a quelque chose. Et si encore il a été Ouais, graduate de EMS, c'est que sa valeur est certaine, est crédible. Et c'est ça qui est le c'est crédible. marketing de EMS. C'est ça qui est le marketing de EMS. Alors, très intéressant. Tu as parlé du sens du travail en équipe, du teamwork, de travailler avec des autres pour s'entraider, d'appartenir à une Ouais. communauté, à un réseau de network. Aujourd'hui, comment est-ce que tu prends avantage de ce profit, de ce réseau, commençons d'abord par là, de ce réseau-là que EMS t'a donné, sachant que tu es actuellement en train de faire ton doc. Donc, techniquement, tu n'es pas à la recherche d'opportunités comme des bourses d'études. Quel est au Ouais. quotidien l'avantage, comment se manifeste ce passé-là que tu as eu à EMS au quotidien? Est-ce que c'est, voilà, de Euh, connecter avec des nouvelles personnes qui t'offrent, qui éventuellement pourraient être de nouveaux partenaires dans des projets? Bien évidemment, ouais, parce que après EMS, voilà, tu as fait un an, vous étiez à peu près une classe de 50 de divers pays. Après, vous avez gardé de connaissances, tu vois, aujourd'hui. Camarades avec qui on a fait EMS, ils sont dans d'autres pays, Italie, Belgique, tout ça, tu vois. Donc, ça Mhm. déjà, tu as un très grand réseau, tu as un réseau, tu t'es créé un réseau.
un réseau de personnes en fait qui partagent plus ou moins la même vision, les mêmes compétences que tu as, qui pourront t'aider peut-être, on ne sait jamais, peut-être d'ici, Et surtout les dans mêmes dans valeurs. surtout les mêmes valeurs dans les années à venir, ils pourront t'aider. Un autre avantage aussi, un autre avantage que je tire de MC, déjà, MC a vraiment, comme moi je dirais, MC a, je vais dire, nettoyer mon CV. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais tu vois, quand je pars à l'université de Douala, quand j'obtiens, il y avait un changement de système franco, j'étais anglophone, je deviens francophone. Donc ça fait en sorte que j'ai une licence avec, voilà, pas une très bonne note. Et c'est quand je pars à MC, tu vois. J'ai fait le master 1, bon, toujours 13, et puis je pars faire le master 2. Et je ne termine pas le mois, c'est quand je pars à MC, tu vois. Ça aime ce que j'explose, ça dit j'ai encore une très grosse moyenne, tu vois. Et puis, dès lors que, vois, quand je candidatais pour les trucs avec mon relevé de MC, avec cette moyenne-là que MC m'a donné l'opportunité d'avoir parce que voilà, l'environnement était vraiment propice, voilà, pour produire ces résultats. Dès lors que je finis MC candidate pour des bourses, c'est comme ça que voilà, je suis facilement accepté. Mais même quand j'étais à l'université de Douala, je candidatais. C'est pas que je ne candidatais pas, je candidatais. Mais voilà, j'avais refus. Mais une fois que je suis passé à MC, tu vois, moi, ça a lavé mon CV. Et du coup, voilà, j'ai eu plus d'opportunités grâce à mes résultats de MC. Après avoir terminé MC. Qu'est-ce qui, selon toi, justifie le fait que les notes des jeunes qui sortent des universités publiques, particulièrement au Cameroun dont nous sommes familiers, sont pas de très bonne qualité, mais par contre, ce sont des personnes qui ont de la valeur. Ce sont des gars bons, ce sont des personnes compétentes. Et quand Ouais. elles sont exposées à des ouvertures internationales, elles font bien, elles sont excellentes. Pas plus tard que cette semaine, je suis tombé sur un post d'un jeune qui est également passé par EMS et qui a eu sa licence avec 11 de moyenne environ. Mais lorsqu'il a eu l'opportunité, après EMS, d'être accepté pour une autre bourse d'études, le gars était dans les 100 over 100. Le gars maxait, il maxait. Et après quoi, il a eu jusqu'à 5 bourses d'études encore. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, justifie le fait que quelqu'un qui sort d'une université, d'une de nos universités publiques, avec vraiment une note comme 11 de moyenne, et d'ailleurs, il faut le dire que 11 de moyenne, même 12 de moyenne dans une université publique, c'est something, il faudrait batailler pour avoir cela. Mais c'est d'un point de vue externe, quelqu'un dirait ça c'est la médiocrité, et ça c'est en fait nul. Mais qu'est-ce qui justifie donc ce grand écart? Et on peut encore témoigner que à EMS, il y a des camarades qui venaient de ces différents pays, du Ghana, du Nigeria, de partout l'Afrique, et qui avait, s'il te plaît, des 17. Qui avait, s'il te plaît, des 17 de moyenne, mais ils ne rivalisaient pas nécessairement avec des autres qui avaient... Bien sûr. Oui, avec les autres... oui, qu'est-ce qui justifie, selon toi, cet écart-là? C'est un très bon constat. Déjà, moi, je dirais que le système universitaire, ça, c'est un fait. C'est le système universitaire camerounais est très dur. Je vais dire comme ça. C'est très dur. Déjà, je prends l'exemple de l'université de Douala. À l'université de Douala, non, tu dois prendre tes leçons, voilà, parce que tu dois composer, tu dois avoir des bonnes notes. Tu dois encore même bagarrer pour que ton nom sorte sur les listes quand tu es en première année. Tu dois bagarrer quand tu as les requêtes. Tu vois un peu, en fait, tu vois un peu tout ça dans l'ensemble, ça fait en sorte, en fait. Déjà, tu n'es pas concentré à ça. Oui, tu es concentré, voilà, sur des cours, mais il y a d'autres trucs, tu vois. Il y a d'autres réalités. En fait, c'est qui dispatche un peu, voilà, ton énergie, du coup, la performance n'est pas optimale au niveau des notes. Mais lorsque tu regardes le système dans l'ensemble, c'est un système tellement complexe. Et telle sorte que lorsque tu sors de ce système avec une moyenne de 12 et tu entres dans un système où, voilà, c'est un peu plus facile, où tu n'as pas peut-être des problèmes de notes, tu n'as pas les problèmes de noms qui ne sont pas sur, tu n'as pas les problèmes de difficultés avec les enseignants, il y a une certaine familiarité, proximité avec les enseignants. Lorsque tu as des difficultés, il y a des enseignants qui sont prêts pour t'aider. Lorsque tu es dans un tel système, ça te favorise et tu excelles tout simplement. Moi, je dirais que c'est à cause du système, notre système qui est un peu très, très difficile. Et la preuve en est, tu as vu, c'est un constat. Quand tu pars ailleurs, où les conditions sont très favorables, au pire, tu excelles. Oui, ça c'est éternellement. Donc, je dirais que c'est une question de système. Alors, te voici aujourd'hui qui, après avoir obtenu EMS, tu te retrouves en Allemagne pour une bourse d'études de doctorat, cette fois-ci en recherche, avec un encadreur qui t'a
sélectionné depuis EMS, un enseignant de EMS toujours, Depuis. oui, qui a voilà décidé de continuer avec toi. C'est vrai que on entrera dans les détails sur comment est-ce que tu as réussi à obtenir cette opportunité-là. Mais avant ça, pour quelqu'un qui n'a pas eu la grâce d'être à EMS comme nous, l'occasion d'être à EMS comme nous, et qui nous écoute, qui voit que EMS a été d'une certaine façon un point d'ancrage, un point, comment ça se dit très souvent, Un un point effet d'entrée, de une levier, porte d'ouverture. un effet de levier, en effet, Levier, ouais. une porte d'ouverture, comme tu le dis, un effet de levier pour plusieurs autres opportunités, pour d'autres expositions d'opportunités à l'étranger ou bien de façon générale à l'international. Pour ceux qui n'ont pas eu cette opportunité-là, comment est-ce que tu les orienterais? Quelles sont les recommandations que tu les donnerais, toi ayant parcouru beaucoup d'opportunités, aussi bien localement qu'à l'international? Qu'est-ce que tu les recommanderais? Donc, moi, ce que je vais les recommander, c'est déjà de chercher les opportunités. De nos jours, en fait, les opportunités ne sont plus très cachées. C'est vrai que, voilà, quand tu fais partie d'une communauté, voilà, tu es exposé à certaines opportunités. Mais on a pas mal d'opportunités aussi de bourses qu'on retrouve juste sur Internet, sur LinkedIn, sur Google, juste quand t'as pas. Il faut juste être curieux, il faut juste chercher. Et un autre truc que je vais dire, en fait, c'est candidater massivement. Moi, je sais pas comment je vais expliquer ce fait. Moi, quand je cherchais encore des opportunités, je candidatais jusqu'à ce que, en fait, le mail de refus était pour moi un truc normal. C'est le mail. Moi, je m'étais déjà dit que bon, lorsque j'ai vu que je candidatais des trucs je candidatais des bourses par-ci, par-là. Quand je vois mon mail, ok, nous sommes désolés. Quand je vois le mail, en fait, voilà, we are sorry. Je ne suis pas inquiet, je ne suis pas gêné. Ce Pour n'est moi, c'est plus normal. personnel, ce n'est plus personnel. Je ne suis même pas surpris. Moi, en fait, je m'étais dit que la surprise, ça devait être l'acceptation. Donc, quand le candidat, quand c'est l'échec, c'est tout à fait normal. La surprise devait plutôt être l'acceptation. Donc, une façon de dire, en fait, à tous nos jeunes frères ou bien les gens qui sont intéressés par les opportunités, c'est de candidater massivement. Ne croyez pas, en fait, que ceux qui ont des bourses, c'est parce qu'ils ont candidaté. C'est vrai, il y a ceux qui candidatent une seule bourse, voilà, ils obtiennent cette bourse. Mais je vous rassure aussi qu'il y a ceux qui candidatent pour 1000 bourses, 100 bourses avant d'obtenir une bourse. Et Donc, on en du fait coup, partie. Et on en fait partie du lot. voilà, on en fait partie. Donc, si je vois d'autres, parfois, ils candidatent 2, 3 bourses, ils sont fatigués, ils disent que non, on m'a pas accepté, refus, non, non. Ça doit être, fais ça au quotidien, ça doit être ton travail, bien si je peux dire. Ça doit être ton travail jusqu'à ce que tu obtiennes une opportunité. Ah, tu parles de Donc, c'est un travail, peu le conseil que ça me fait je penser ouais. à un conseil que j'avais reçu pendant un événement de recherche d'emploi. La dame disait, le chercheur d'emploi, le premier travail du chercheur d'emploi, c'est de chercher l'emploi. C'est ça ton Chercher premier job. l'emploi. Donc, quand tu seras Ouais, bon ouais, à bien chercher l'emploi, tu éventuellement trouveras un emploi. un C'est emploi, intéressant. bien sûr. Et c'est Et, vrai. et il faut le dire que c'est vrai, on voit beaucoup de personnes qui semblent avoir facilement des opportunités, mais on ne voit pas le nombre de rejets, de Des refus qu'ils ont candidats. obtenus et encore des candidatures qu'ils ont postulées, des opportunités dont ils ont manqué et tous ces différents défaites-là. On ne verra pas cela. Faut le dire que à EMS, je présume, toujours dans ton batch, comme dans tous les batchs d'ailleurs, il y a une grande atmosphère au cours de l'année autour des scholarships, you know. Tout le monde postule. Il y a une énergie terrible dans le campus. Des jeunes, on postule à des opportunités. On postule. Chacun pleure. J'ai reçu des unfortunately. J'ai reçu des unfortunately jusqu'à ce que ça Mhm. devienne normal. Qu'est-ce qui, pour toi, était ce drive-là qui te permettait de continuer à postuler, même quand tu recevais des unfortunately? Et il faut dire que recevoir des unfortunately, c'était au moins avoir une réponse. Dans le pire des cas, Bien tu sûr. n'obtenais même pas de réponse. Qu'est-ce qui était le drive? Comme tu as dit, dans le pire des cas, tu n'obtenais pas de réponse. Déjà, recevoir une unfortunately, you were not, C'était c'est OK. positif. C'était pas le pire des cas, en tout cas. Ouais. Enfin, le drive, ce qui me poussait vraiment, c'est que j'avais soif de réussir, tout simplement. Donc, j'avais dit, tant que j'ai l'énergie, tant que j'ai cette possibilité-là, je veux candidater. Il y a d'autres personnes qui disent, en fait, que voilà, réussir, c'est échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi.
Moi, je m'étais dit, je vais juste candidater. Ouais, juste parce que mais je pouvais pas me fatiguer. Je devais juste candidater. Pour moi, le drive, c'était l'obtention d'une bourse. Mais Donc, j'étais, oui, vas-y, vas-y. ouais. Bon, j'étais juste là, comme si j'étais programmé à le faire jusqu'à ce que je réussisse. Je vais profiter de ceci. Ça pique un peu ma curiosité quand tu parles tu voulais réussir. Tu vois, aujourd'hui, c'est avec beaucoup de peine que je vois ces communications des jeunes qui ont obtenu une certaine sécurité financière que je mettrais même encore entre côtes sur Internet et qui prêchent de ce qui compte dans la vie, c'est d'obtenir une certaine sécurité financière, tu vois. Ils encouragent plus les jeunes à abandonner les études pour aller chercher de l'argent sur Internet. Et on est rendu dans une société où on futilise, on simplifie et néglige le travail des personnes qui investissent du temps, qui sacrifient de leur vie pour de l'éducation conventionnelle afin éventuellement de devenir des ingénieurs qui vont nous construire des maisons, des ingénieurs qui vont nous construire des ponts sur lesquels on va rouler avec l'argent que l'on aurait amassé éventuellement, des ingénieurs qui vont nous construire tout ce que l'on a aujourd'hui. Et encore, parlons du secteur médical, des personnes qui vont sacrifier 10 années, 15 années pour être spécialistes et nous guérir de certaines maladies. Sur Internet, il y a cette pollution des réseaux sociaux, de ce que l'école, ça ne sert à rien. Et pour peu qu'une personne a réussi à avoir, je le disais encore, une certaine sécurité financière, entre guillemets, parce qu'à la fin de la journée, si tu investis bien, ce ne sont pas les personnes qui sont allées à l'école apprendre les rudiments de l'investissement, les rudiments des finances, savoir comment gérer leurs finances. C'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas assez de responsabilités. L'argent qu'ils ont obtenu les permet de prendre soin d'eux et d'avoir une certaine manifestation matérielle de ce qu'ils gagnent et pensent que la vie s'arrête à ce niveau. Pourtant, il y a bien plus grand que cela. Donc, il y a cette prolifération-là de ce message toxique de ce message toxique-là qui est que l'école ne sert à rien. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Pourquoi est-ce que tu aurais choisi plutôt cette option difficile, je dirais, du travail de aller à l'école, éventuellement avoir un doctorat pour impacter, pour contribuer à la société? Pourquoi cela par rapport à d'autres options qui pouvaient se présenter devant toi? Surtout que tu as un esprit d'entrepreneur d'ailleurs. Ouais. Donc moi je dirais en fait, tu vois, tout le monde n'est pas amené à faire la même chose. C'est-à-dire dans la vie, la société en fait est divisée je vais diviser en deux grandes parties. Bon, le secteur technologie par exemple, il y a ceux qui créent les technologies, il y a ceux qui utilisent les technologies. Celui qui crée la technologie, lui, il est automatiquement obligé de pousser à aller loin à l'école. Ça, c'est automatique, c'est une obligation. Tu ne dois pas créer un avion si tu n'as pas poussé, tu vois un peu. Maintenant, il y a celui qui va utiliser. Maintenant, si tout le monde se met à utiliser les qui vont créer, tu vois que tout dépend d'une perception, en fait, d'une vision, des objectifs de tout un chacun. Il y a pour ceux-là qui vont se dire, OK, moi, mon objectif, c'est de gagner de l'argent, avoir de l'argent, utiliser mon argent, être stable financièrement, tu vois un peu. C'est ça. Lui, bon, il va se dire que pour moi, pour atteindre cet objectif, bon, l'école ne va pas trop m'aider. Je peux décider de stopper l'école aujourd'hui. Je me lance dans l'entrepreneuriat. Peut-être d'ici 5 à 10 ans, je vais réaliser mes objectifs, tu vois un peu. Mais il y a pour celui, en fait, que voilà, lui, il veut pousser, il veut créer, il veut aller loin, il veut peut-être faire avancer la recherche, il veut créer. Donc, pour lui, obligatoirement aussi, il doit pousser les études, tu vois un peu. Il doit pousser, aller loin. Il ne peut pas se dire que l'école ne sert à rien parce que c'est avec des connaissances qu'il va emmagasiner en fréquentant qu'il va pouvoir réaliser ses objectifs. Donc, tout dépend des objectifs de tout un chacun et la vision de où chacun veut aller. Tu vois un peu. De toute façon, il y a la place de tout le monde. On ne va pas mélanger les deux camps. Bon, ça, c'est ce que je dirais. Mais en fait, ce qui se passe de plus en plus, c'est que les jeunes, c'est parce que c'est un effet des réseaux sociaux. Les gens, beaucoup de personnes vont dire en fait que voilà, l'école ne sert à rien, l'école ne fait pas ceci. Ils vont se lancer même dans le business, ils vont abandonner l'école, se lancer en fait dans
dans le business, tout simplement parce qu'il a entendu. Ce n'était même pas en fait son objectif, ce n'était même pas, il avait toujours voulu fréquenter, mais parce qu'il a entendu X ou Y dit que non, je suis parti à l'école, ça n'a pas payé. Ou bien, j'ai fréquenté, j'ai eu le master, parce que c'est souvent les discours qu'on entend. Moi, j'ai eu le master au pays, j'ai eu le master et puis je suis bien skinner. Du coup, un jeune va entendre aussi, il va dire que mon frère, toi, tu as le master, tu es bien skinner. Moi, je peux pas faire quoi? Je peux pas faire, pourquoi je dois partir perdre mon temps pour fréquenter? Mais il va jamais. Est-ce que est-ce que tu es même sûr que le gars était même compétent? Est-ce que tu es sûr qu'il a vraiment fréquenté? Parce qu'il y a une différence. Tu peux avoir le diplôme, mais sans que la connaissance, tu n'intègres en fait la connaissance que voilà, tu as acquis devant ton cursus. Et du coup, tu sors, tu as un diplôme, mais tu ne peux rien, tu n'es pas compétent. Ah, tu ne Qu'est-ce peux que rien tu vas faire. vendre pour qu'on te recrute? Quelle est la compétence? Parce que quand tu pars chercher du travail, tu peux avoir un emploi, c'est parce que tu as une compétence à vendre. C'est ça qu'il achète, c'est pas le diplôme. Toi, tu viens avec le diplôme sans savoir-faire, sans compétence. Qui va te recruter? Personne. Donc, tu es obligé de prendre ton diplôme, aller prendre ta moto et faire ta moto. Et du coup, tu ne dois pas décourager en fait les jeunes pour dire que l'école ne sert à rien. Pourquoi on ne voit pas aussi ceux qui ont eu des masters, qui sont des ingénieurs, ils travaillent ici, tu vois un peu. Donc je me Oui. dis en fait que même quand on veut parfois faire un choix ou bien se servir des expériences des autres, il faut qu'on sélectionne le type d'expérience en fait en fait on doit choisir et adopter pour nous. Et Tu vois un vivement, peu. vivement que justement ces échanges aussi puissent contribuer à équilibrer la communication, parce que vois-tu, tu viens de le dire, on ne voit pas justement ces autres jeunes-là qui sont ingénieurs et qui contribuent efficacement et efficiemment dans la société, dans notre vie. Les ponts ne se construisent pas seuls. La technologie Ouais. n'évolue pas seule. Et donc, vivement que ces échanges-ci puissent être des moyens pour des jeunes de voir des modèles ou bien de s'inspirer des personnes qui justement ont pris des décisions différentes de la norme, de ce qui est de traditionnel ou encore de ce qui se prêche sur les réseaux sociaux. Entrons dans les réalités de tes sélections pour les différentes bourses d'études que tu as obtenues après EMS. Voici, tu as eu cette opportunité d'aller en Allemagne pour continuer en doctorat avec un professeur de EMS. Comment ça s'est passé? Donc, tout, voilà, le professeur, il arrive à MC, il donne un module. C'est pour on dit, en fait, lorsqu'on est quelque part, il faut toujours essayer d'attirer, il faut essayer de se démarquer. Je dirais comme s'il faut toujours te démarquer. Lorsque tu es en quête d'opportunité, tu as la recherche, il faut te démarquer. Donc, le professeur, il arrive, il donne son cours. C'était un peu très drôle parce que lorsqu'il donnait son cours, il s'était trompé sur un truc. Il a fait un truc, je me rappelle, c'était une équation différentielle. Il n'y avait pas de condition au bord, de condition initiale. Et puis, il a donné une solution exacte à l'équation différentielle. Et puis, j'ai dit, bon, son cours, c'était pas un cours d'équation différentielle. Il faisait de la modélisation, en fait. Donc, on est tombé sur une équation différentielle. Il s'est trompé. J'ai mis ma main en haut. J'ai dit que, bon, prof, ici, là, tu t'es trompé. Bon, le professeur reste le professeur. Le professeur ne pouvait pas accepter qu'il s'est trompé. C'est d'où le professeur, il m'a dit que, mon cher Franck, si tu ne comprends pas les équations différentielles, il y a la bibliothèque là, EMS, tu peux prendre tel livre là, tu lis. Tu vois un peu. Je me suis tué. J'ai appelé un tuteur là. J'ai dit que voici pourquoi voici pourquoi il s'est trompé. Je l'ai expliqué par privé qu'il s'est trompé. Donc, du coup, à la pause, donc, le tuteur, il est parti voir le professeur, bien sûr, pour dire que, ben, prof, exactement, l'étudiant avait raison, tu t'étais trompé. C'est donc d'où, le lendemain, quand le professeur, il vient faire cours, il dit que, oui, qui est l'étudiant qui a, oui, exactement, je m'étais trompé, il faut ajouter cette condition ici pour que ça donne ça. Voilà comment je m'étais fait remarquer par le professeur. Et aussi, juste après 3 semaines, on doit composer. Donc, déjà, sa matière me plaisait. Donc, son axe de recherche aussi me plaisait aussi. Donc, je faisais tout et tout pour me démarquer, pour qu'il me remarque. Et une fois qu'on a aussi composé, voilà, en fin de module, en fin de sa matière, on a composé, voilà, j'ai essayé aussi d'avoir des très bonnes notes. Donc, il a vu ça globalement avant de partir de MC. Il m'appelle, il me convoque dans son bureau. C'est lui, il me dit que bon, je vois que tu t'intéresses à ce que je fais. Il essaye d'abord de me parler, voilà, de sa recherche, ce qu'il fait dans ses travaux, tout. C'est lui, il me dit, et j'aimerais que tu fasses ton mémoire avec moi, si possible, on va faire une thèse plus tard. Donc, voilà comment il me présente l'opportunité. Je me suis démarqué, il m'a identifié, il m'a appelé, on a causé. C'est comme ça que je fais mon mémoire de EMS avec lui. Quand je finis le mémoire, le jour même que je soutenais, il a dit devant le jury que bon, je vais continuer. Il m'avait d'ailleurs quand même dit que je devais venir en Allemagne, mais après, devant les profs, maman, tout, il a dit que non, je dois continuer en Allemagne avec lui. Que c'est ça la suite. Donc, c'est comme ça qu'on a fini EMS, voilà.
il m'a attrayé parce que comme il était l'un des responsables, il a dit dans son université, ils avaient des financements. Donc, il m'a donné une bourse de la DAAD. C'est comme ça qu'il demande des visas, tout. Je me retrouve en Allemagne. Une fois en Allemagne, bon, son domaine, bon, tu sais qu'on au pays, on a en quête d'opportunités, on va pas trop se mentir, on cherche les opportunités. Son domaine, c'était pas, je voulais faire une thèse, tu vois, mais je voulais pas faire une thèse. Je me disais que je voulais faire une thèse en biostatistique. Moi, je me disais à MC que je faisais de la biostatistique. Mais en réalité, je faisais de la biostatistique théorique parce que j'étais encore plus, on développait des modèles probabilistes, voilà. On confrontait ça aux données simulées plutôt, tu vois. Je faisais une thèse un peu théorique et une fois, un mémoire théorique. J'arrive en Allemagne, voilà, on est dans le même système. Et voilà, je m'étais pas encore inscrit en thèse, mais j'étais dans les démarches pour m'inscrire en thèse à l'université. Et une fois que j'arrive en Allemagne, je travaille encore sur le projet peut-être pendant presque un an. C'est d'où je me dis que bon, je veux, en fait, parce que en octobre, je devais vraiment intégrer l'université en tant que doctorant, parce que quand j'étais arrivé en cours d'année, donc, on travaillait juste pour faire avancer la thèse. Je me dis donc, est-ce que je veux vraiment faire la thèse? Parce que c'était vraiment théorique. Je faisais la biostatistique, mais théorique. Or, si tu vois à la base, même depuis le secondaire, moi, je voulais faire un truc. Je voulais faire la médecine. Comme j'ai dit au départ, je voulais être soit médecin, soit ingénieur statisticien. Moi, je voulais des trucs vraiment appliqués. À l'université, j'avais déjà fait assez de théorie. C'est donc où je commence à réfléchir. Est-ce que je vais me lancer dans cette thèse-ci? Mais voir quand je suis arrivé à l'étranger, on a commencé, j'ai entendu ça parler partout de l'intelligence artificielle, du machine learning. Que voilà, il faut intégrer le machine learning dans tout. Voilà, c'est le métier de l'heure, c'est le métier du futur. Je me pose donc des questions, je dis que bon, comment je vais faire pour intégrer le machine learning dans ce que je fais? C'est ce qui me pousse donc à demander une deuxième bourse. Et laisse-moi te dire la bourse que je demande la bourse à la Fondation des sciences mathématiques de Paris. Cette bourse, comme je dis, une fois qu'on passe à MC, vraiment, on est vraiment exposé à une très belle opportunité parce que cette bourse, eux, dans leur tête, c'est que chaque année, ils doivent prendre 2 étudiants de MC. Bon, pas dans leur tête, ils savent que chaque année, ils prennent 2 étudiants de MC. C'est toujours comme ça, au fil des années, j'ai observé. Donc, je ne sais pas si c'est un partenariat qui sont signés avec MC, mais c'est comme ça. Donc, cette année, dans étant en Allemagne, je demande la bourse, FMS, la Fondation des sciences mathématiques de Paris. Et il m'a trouvé la bourse où je peux faire le master de mathématiques et machine learning à l'université de Paris-Cité. Ça, c'était en début 2021-2022. J'entre directement un master 2. Bon, je finis ce master, j'ai le master en mathématiques et machine learning. Mais maintenant, pour me rapprocher de la médecine, j'avais un background de machine learning et mathématiques. Je pouvais faire une thèse en machine learning. Mais pour me rapprocher de la médecine, j'ai dit, OK, moi, je vais travailler sur des données de santé. Soit données de santé, soit des données génomiques, données de séquençage en général. Donc, je vais faire du machine learning sur ce type de données. C'est là où je finis dans le master à la Paris-Cité, en mathématiques et machine learning. J'ai eu une admission. Ça, c'était aussi vraiment l'un des moments marquables de mon parcours parce que il y avait un master de spécialisation à la Sorbonne qui était très sélectif parce qu'on prenait 10 ou 9. Très, très sélectif, même pour ceux de la Sorbonne. Et ça, c'était un master, en fait, master de spécialisation pour l'analyse des données génomiques, des données de séquençage, tu vois. Donc, je candidate donc pour ce master. Je suis donc pris pour ce master à la Sorbonne. C'est donc où je prends encore un an. Je fais mon master à la Sorbonne. Je fais un stage dans une entreprise de biotechnologie où là, je fais vraiment du machine learning appliqué aux données génomiques. Je commence à analyser les données de séquençage, les données protéomiques, les données transcriptomiques, tout ça. Je commence à les analyser, à développer les modèles de machine learning pour ce type de données. Et puis, lorsque j'ai fini donc, par la grâce de Dieu, moi je dirais toujours par la grâce de Dieu, je trouve un poste de travail dans mon entreprise où je faisais mon stage. Déjà, parce que j'avais très bien fait le stage pour proposer un poste de travail pour continuer. Mais après, parce que l'objectif c'était de faire une thèse dès la base. Donc, j'ai eu une offre de thèse au CNRS, c'est parce que tu connais, c'est le Centre national de recherche scientifique. En France, c'est le plus grand organisme de recherche, le CNRS. Donc, j'ai eu une bourse de thèse chez eux. Et la bourse, en fait, c'était du genre, ils devaient me prendre en tant que, je suis sous contrat au CNRS en tant qu'ingénieur de recherche en machine learning. Et puis, en parallèle, je fais donc ma thèse. C'est comme ça que j'obtiens la bourse du CNRS. Et puis, je commence ma thèse le mois d'octobre 2023. Donc, une belle histoire, une très belle, une très belle histoire. Et puis, et quelqu'un qui t'écoute dirait, il a un parcours assez
atypiques et avec vérité. Mais la personne ne verrait pas nécessairement ces challenges que tu as rencontrés après l'obtention de EMS. Alors, on laisse à croire que c'est vrai, EMS t'a donné cette opportunité, cette ouverture-là, mais que ça venait sans challenge. Est-ce que tu peux pointer des grands défis que tu as eu à rencontrer depuis ton départ du Cameroun jusqu'à ta position actuelle? En termes de difficultés, la plus grande difficulté déjà que j'ai rencontrée, je dirais que c'est quand je m'envole pour l'Allemagne. Parce que j'arrive en Allemagne, l'Allemagne est divisée en deux parties. Il y a le côté ouest, Berlin, Hannover, où il y a ces grandes villes-là. Et puis il y a le côté est qui est plutôt rattaché à l'Union soviétique. Tu vois un peu, ils ont trop des... Voilà. Et là-bas, du côté de l'est, je dirais qu'ils sont un peu comme des Russes, c'est-à-dire ils sont très renfermés. C'est-à-dire, on parle... En Allemagne, l'anglais se parle en fait, tu vois. Mais quand tu es à l'est de l'Allemagne, tu parles même l'anglais, on ne te répond pas. Tu vois un peu, ils aiment... Et quand tu es étranger, tu parles l'anglais, non. Quand il se rend compte que toi, tu ne parles pas allemand, il va plutôt faire parler allemand. Donc, j'arrive à l'est de l'Allemagne, là-bas, voilà, où je reste. J'avais des premières difficultés, la langue. Première grosse difficulté, la langue. Parce que je me rappelle même une fois, je voulais aller à la poste, seulement expédier un courrier, je savais pas comment m'y prendre. J'arrive à la poste, je parle anglais, non, on ne parle pas. Souvent, tu vois, cette difficulté. En fait, et tu vois, la langue déjà, c'est une barrière à l'intégration. Sans la langue, tu ne peux pas t'intégrer dans un milieu. Donc, c'est d'où je reste. Mais j'avais commencé à réfléchir. La solution qui m'était venue en tête, c'est que si je n'avais pas, c'est que je n'obtenais pas la bourse pour me déplacer, parce que je me déplacer dans un pays francophone. Un pays où je n'aurais pas de barrière de langue, où l'intégration va être rapide parce que je parle déjà la langue du pays. Et puis, j'avais en fait ciblé deux pays, la France et la Belgique, et puis la Belgique a marché avec cette bourse-là. Mais c'est que je n'obtenais même pas cette bourse. J'avais d'abord prévu de faire des cours de langue pour m'intégrer parce qu'il fallait. Et ça, c'était le plus gros challenge en fait, parce que même, imagine même quand tu veux prendre le bus pour aller quelque part, tu ne parles pas allemand, tu vois un peu. Donc, la langue, c'était la plus grosse difficulté. Une fois que voilà, j'ai changé de pays, voilà, j'ai été libéré, j'ai été affranchi de cette difficulté. L'autre challenge que j'ai eu aussi, voilà, c'est que bon, il y a tout le challenge, il faut rester au top parce que tu arrives dans un nouveau pays, tu arrives en France, par exemple, tu te dis que tu veux faire une thèse. Même les bourses de thèse, c'est difficile pour les gens, les Français, c'est-à-dire ceux qui sont même Français, si tu vois un peu. Donc, il faut toujours être au top, tu vois un peu. Les bourses, ça ne se donne pas à tout le monde. Même pour ceux qui sont ici, c'est pas facile d'avoir une bourse de thèse, tu vois. Donc, tu arrives, le challenge encore, c'est de avoir des meilleurs résultats. Donc, tu imagines, quand il dit meilleurs résultats, tu imagines dans les sacrifices, les nuits blanches que tu dois passer. Et voilà, tu dois te priver un peu de certains divertissements parce que tu vas avoir les meilleurs résultats, parce que c'est que tu vas candidater pour des bourses plus tard. Donc, c'était ça. Je ne dirais même pas que ce n'était pas un challenge en tant que tel, mais je dirais que c'était un sacrifice que je faisais. Donc, je me suis privé en fait de beaucoup. Je ne marchais pas trop. Je me disais seulement qu'ici, il fallait que je donne le meilleur de moi. Et les Français sont en fait que lorsque tu étudies chez eux, les diplômes que tu as eu à l'étranger, ils aiment remettre en question tes résultats de l'étranger. Ils se basent plus sur ce que tu as eu sur leur territoire. Tu viens avec ton master peut-être du Cameroun, tu as 18 de moyenne là-bas, et puis tu viens ici chez eux, tu n'as même pas 18 et demi. Ils vont remettre en question ton 18 que tu avais au Cameroun. Tu vois un peu. Je vois. Donc, imagine, j'avais d'ailleurs une grosse note à M. Il fallait justifier, il fallait maintenir cela. Il fallait justifier ça une fois ici, sinon c'était mort. Sinon, peu importe ce que tu vas faire, on va dire que non. Ce que tu as eu en Afrique là, hein. Donc, c'était ça le sacrifice qu'il fallait faire. Donc, imagine, il fallait tout rester au top, travailler. J'ai commencé à souffler un peu une fois que j'ai commencé ma thèse. Ouais, une fois que j'ai fini le deuxième master, parce que comme j'ai fait 2 masters là, une fois que j'ai fini avec des bonnes notes, j'ai commencé la thèse, bon, je souffle maintenant. Ouais, certainement. Et puis voilà, maintenant, il n'y a plus trop de compétition. Je suis dans dedans. Après, je vais terminer de toute façon. J'essaie plus maintenant de monter en compétence. J'apprends plus d'autres compétences en parallèle de ma thèse. Tu vois. Et vois-tu, tu as postulé à plusieurs opportunités et de façon traditionnelle, il y a des documents qui reviennent encore. Il y a le CV qui vient, il y a les lettres de recommandation, les lettres de motivation. Éventuellement, certaines personnes demanderaient le statement of purpose. Ce document, oui, ce document-là qui permet de décrire ton projet. Il y a un ensemble de paperasses littéraires qu'il faudra produire.
Quelle est ton approche pour parfaire la façon avec laquelle tu écris et communiques dans ces documents-là? Donc, moi, j'ai toujours, durant toutes mes candidatures, surtout, je dirais, en fait, le document le plus important dans tout ça. En Europe, on ne demande pas trop le statement of purpose. Donc, on demande plus CV, lettre de motivation, et puis peut-être les résultats, quand les relevés de notes. Donc, c'est plus, tout se joue au niveau du CV. Moi, j'ai toujours une approche, en fait. Lorsque je prends, je regarde les conditions, en fait, d'acceptation pour une offre de bourse. On va te dire dans les conditions qu'on a besoin que le candidat ait un solide background, par exemple, en differential equation ou bien peut-être en, je ne sais pas, en supervised learning, tu vois, ou bien NLP. Voilà ce qu'on va te dire. Dans ta lettre de motivation, moi, dans mes lettres, en fait, j'essaie toujours de prouver. Je ne dis pas que j'ai ces compétences-là qu'il demande, mais j'essaie de prouver, en fait, peut-être par un mini projet que j'ai eu à faire qui qui m'ont donné la compétence qu'ils demandent. Donc, j'essaie de leur démontrer que j'ai tout tout ce qu'il faut, les prérequis qu'il veut pour le poste. En citant toujours n'hésitez pas, je cite toujours je donne tous des exemples. Durant tel stage, voilà ce que j'ai fait. Et ça m'a permis de développer telle compétence. Naturellement, ils vont voir que c'est la compétence qu'ils veulent. Durant peut-être mon parcours, le master que j'ai fait à MC, on a fait une matière, telle matière. Et durant cette matière, on a fait ceci. Et puis, j'ai même réussi cette matière avec 18 sur 20. Ce sont des exemples avec 18 sur 20. Forcément, la matière là, c'est la compétence qu'ils veulent. Donc, essaie de démontrer que tu as tous les prérequis qu'ils veulent pour le poste. Ne dis pas que tu as. Parce que parfois, en fait, ce que nous on voit tout dans les lettres, c'est que quelqu'un va te dire, belle introduction, il présente son parcours, il a eu le master, licence en ceci, maintenant il fait ceci. Après, il te parle peut-être d'un stage qu'il a réalisé. Tu vois un peu. Mais en fait, il ne rapproche pas tout ce qu'il raconte. C'est-à-dire, il ne fait pas le lien entre tout ce qu'il raconte avec ce qu'ils veulent, en fait, parce que quand ils recherchent un candidat pour travailler bien sûr, il met des critères. En fait, il y a des critères. Ils ne rapprochent pas tout ce qu'ils ont, ils connaissent, tout ce qu'ils ont eu à faire, toutes ces compétences qu'ils ont acquis aux critères demandés. Donc, c'est pourquoi chaque offre, en fait, bon, c'est vrai, au départ, moi, quand j'avais aussi, l'erreur que je faisais, c'est que j'avais une lettre de motivation, je modifiais un peu 2-3 trucs, j'envoyais, mais avec le temps, je me suis rendu compte que ça ne marche pas. Bon, ça peut marcher, mais ça ne marche pas toujours. Donc, j'ai commencé à personnaliser, tu vois. On va dire que oui, personnaliser ou bien customiser cela, spécifier cela en fonction à chaque candidature. À chaque candidature. Moi, parfois, pour candidater à une offre, je prends peut-être même parfois 2 jours pour écrire la lettre, parce que c'est la lettre l'élément phare. J'essaie de rapprocher ça au max de ce qu'ils veulent. Donc, ça, c'est un peu ce que je dirais, parce qu'il faut pas, les lettres généraux, en fait, les gens écrivent, les gens en prennent de partout, ils prennent sur Internet, ils adaptent. Et imagine un recruteur qui, un directeur de recherche qui reçoit des milliers de candidatures. Si tu tapes seulement sur Google, lettre de motivation en CC, tu vas avoir des exemplaires. Figure-toi que l'exemplaire que tu vas prendre, ça peut être 70% des candidats vont faire la même chose que toi. Donc, il va avoir des similarités. Ils vont prendre des textes, des bouts de texte sur un peu, des exemplaires sur Internet. Il va avoir des petites similarités entre ta part et pour d'autres personnes. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'originalité dans ta lettre. Or, si tu crées une lettre vraiment qui parle de toi, de tes expériences et qui rapproche de ce qu'ils veulent. Donc, déjà, ta lettre va être unique et ça te démarque de pas mal de candidats et tu augmentes tes chances d'être accepté pour cette offre que tu as candidaté. Donc, à côté de la lettre, il y a ton CV, voilà, qui doit vraiment aussi être customisé, tu vois un peu. C'est vrai que le CV, en général, on ne bouge pas trop les éléments du CV, tu vois, mais bon, la lettre est vraiment, on bouge beaucoup, voilà ce qu'on met dans la lettre. Ça doit être dépendant, en fait, de l'offre que tu candidates et puis tu as tes relevés de notes. C'est un peu ce que je dirais par rapport au document de candidature. C'est très pertinent. D'ailleurs, j'ai eu récemment à discuter avec un enseignant de Polytechnique qui disait que lorsqu'il reçoit une candidature, ce qu'il regarde très souvent, c'est de savoir si le contenu que l'étudiant a fourni, que ce soit sa lettre ou son mail, est propre à lui. Idéalement, il veut aller vers quelqu'un qui a lu son travail, qui a réfléchi sur ce qu'il fait,
qui a éventuellement posé des questions ou proposé des solutions par rapport à des articles qu'il a publiés. Tu vois, ça demande un travail de fond et d'intentionnalité Ouais. pour éventuellement être considéré pour des opportunités. Des gens vont le faire de façon vulgaire, qui vont juste, voilà, généraliser le document et puis postuler. Et se plaindre que j'ai postulé à une bourse, deux bourses sans être accepté ou ne même pas avoir de réponse. C'est juste pour dire qu'il y a un travail de fond qui se fait en amont. Et pendant qu'on y est, Franck, je tiens encore à m'excuser. Là, nous sommes Ouais. à une minute, à une heure passée. Pourtant, je t'avais promis pour une heure. J'espère que je prendrai pas trop de ton temps. Je vais faire l'effort de wrap-up. Donc, parlons actuellement donc de ton sujet de recherche. Tu es actuellement en thèse. Ça se passe comment la thèse? Quelles sont tes réalités ou les réalités auxquelles tu es confronté? À quoi ressemble ton quotidien en thèse? Et éventuellement, sur quel sujet est-ce que tu travailles? D'accord, ok. Bon, peut-être je commencerai d'abord par essayer de décrire sur le sujet sur lequel je travaille. Ok. Je travaille globalement sur l'analyse des données génomiques en utilisant les approches d'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que je fais? Quand on dit analyse des données génomiques, c'est un peu très vague. En fait, mon sujet, c'est, si je vais expliquer ça de façon très basique, tu vois des bactéries. Exemple, je sais pas si tu as eu la fièvre typhoïde, par exemple. Oui. C'est causé par une bactérie Salmonella typhi. Cette bactérie-là, en fait, elle est vivante, elle peut être dans peut-être de l'eau sale, des aliments sales, tu vois. Et lorsque tu bois peut-être de l'eau sale, cette bactérie s'introduit dans ton organisme. Maintenant, cette bactérie doit communiquer avec son environnement qui est ton organisme. Notamment, ça doit peut-être tuer tes cellules, ça doit t'infecter. Donc, pour t'infecter, ça doit en fait sécréter, on appelle ça sécréter en fait une toxine. Pour notamment Salmonella, en fait, c'est la typhoïde toxine, typhoid toxine, la toxine de typhoïde. Cette toxine-là, donc, qui va donc, voilà, à tuer, affaiblir tes cellules, les cellules hautes, tes cellules immunitaires, et puis tu vas faire de la typhoïde. Mais maintenant, la toxine, c'est qui est sécrété. C'est que la bactérie sécrète, tu vois, c'est comme ça sort d'un truc comme sa bouche, ça sort d'un tube qu'on appelle son système de sécrétion. Donc, ce système, en fait, lui permet de sécréter peut-être des toxines, mais aussi peut-être se nourrir, faire entrer des aliments, parce que la bactérie, c'est un être, sa vie, ça doit se nourrir. Donc, ce tube, ce système de sécrétion, en fait, est formé de protéines. C'est un complexe de protéines, en général, qui forme ce système. OK. Et toutes les bactéries, normalement, parce que toutes les bactéries communiquent avec leur environnement. Donc, toutes les bactéries ont au moins un système de sécrétion pour permettre cette communication. Mais ce qui se passe donc, c'est que, voilà, dans la littérature, on a jusqu'à 12 systèmes de sécrétion, seulement 12 systèmes de sécrétion qui sont bien connus et caractérisés. Il y en a pas mal de bactéries pathogéniques même, tu vois un peu. Donc, c'est que ça cause des maladies. Mais on n'a pas encore détecté de système de sécrétion pour ces bactéries. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, mais on n'a pas encore détecté. Donc, en gros, mon projet de thèse, c'est donc la détection des nouveaux systèmes de sécrétion en utilisant les approches d'intelligence artificielle, de machine learning. Donc, je développe des modèles de machine learning pour détecter les nouveaux systèmes de sécrétion chez les bactéries, ce qu'ils utilisent pour communiquer, pour infecter. Et voilà, comme j'ai dit, ces systèmes-là sont des complexes de protéines, dont on travaille avec des données protéomiques. Données protéomiques, c'est-à-dire les données de protéines. Lorsque tu as l'ADN ou bien une portion du gène, en fait, qui se transcrit, tu as l'ARN messager, en fait, qui est formé. Et puis, l'ARN messager va être traduit en acides aminés. Et puis, les acides aminés se mettent en triplet pour former, en fait, voilà, pour former des protéines, tout simplement. Bien des peptides, tout ça. Et c'est au niveau des données, c'est avec les données protéomiques que je travaille, les données de protéines. Mais après, on peut rentrer aussi au niveau des gènes parce que il y a des gènes, voilà, qui sont organisés en opérons, c'est-à-dire sont alignés comme ceci, qui s'activent en même temps et ça se transcrit en même temps, je voulais dire, pour produire les ARN, puis produire certaines protéines. Donc, c'est donc d'où, moi, mon travail, c'est au niveau, tu vois, le complexe de protéines qui forme le système de sécrétion. Lorsque tu prends une bactérie, tu séquences la bactérie, tu me donnes en fait, voilà, toutes les protéines issues de ces bactéries. Est-ce que je suis capable de reconstruire en fait s'il y avait un tel système
il y avait un tel système présent dans cette bactérie. Est-ce que je suis capable de reconstruire, en fait, l'ensemble des protéines qui constituent ce système en utilisant des approches d'intelligence artificielle? Mais Donc, c'est en gros où je me suis fait. le set de bactéries est infini, aussi bien que les possibilités, les possibilités, voilà, de combinaison, bien de systèmes de sécrétion de protéines est éventuellement infini. Donc, quel est de façon pratique ce range, ce frame-là dans lequel tu travailles? Est-ce que tu es juste, voilà, dans un setting expérimental aléatoire et vague, ou bien tu travailles sur une catégorie générale de bactéries? Très bien, bonne question en fait, parce que tu ne peux pas vraiment explorer tout, toute l'ensemble des bactéries en fait. C'est une très belle question. Donc moi, je travaille plus avec les alpha, protio et gamma, alpha, bêta et gamma protio, les proteobactéries en général. Pourquoi? Parce que c'est ceux-là qui sont très bien caractérisés. Tu sais, il y a des bactéries qu'on n'est pas capable de cultiver en laboratoire. Tu vois, parce que même si je vais détecter un nouveau système de sélection, par exemple, sur telle bactérie, il faut maintenant des approches expérimentales pour valider mes résultats. Et qui dit approche expérimentale dit en fait il faut recultiver cette bactérie dans un laboratoire. Et c'est pas toutes les bactéries qu'on peut cultiver dans un laboratoire. Donc là, je travaille là sur des bactéries en fait qui sont cultivables en laboratoire. Telle sorte qu'ils vont me permettre quand même, si je découvre, on va permettre de valider expérimental en fait. Voilà, il y a bien évidemment la présence de telle protéine qui forment peut-être cette complexe. Donc je travaille pas sur toutes les protéines qui existent vraiment. Oui, certainement. Surtout plus, les protéobactéries, c'est plus ceux qui sont pathogéniques, ceux qui causent des maladies. Ça veut dire que tu appartiens donc, tu appartiens donc à une chaîne de recherche, dans le sens où c'est pas toi qui collecte les données, je présume. Tu te fais fournir des données et puis de là, tu construis des modèles qui pourront exploiter ces données-là. Exactement. Donc, les données, c'est pas moi qui collecte les données. C'est un gros travail, en fait, collecter, en fait, les données. Et faire la classification. Avec. Ça, c'est encore un projet, en fait, un gros projet, en fait, même peut-être plusieurs projets de thèse. Oui, en fait. En fait, ce qui est là, c'est qu'en protéomique, il y a des données qui ont été collectées, tu vois, les données de séquençage. Chaque fois qu'on détecte une bactérie, on séquence, on garde, voilà. Il y a des données, des banques de données, le NCBI, par exemple, pour les données de séquençage. Moi, je prends toutes ces données, et toutes les bactéries qui sont bien caractérisées, les données, il y a des bases de données publiques qui existent, qui ont ces données. Donc, moi, je chope directement les données de là-bas, et puis je commence mes analyses. Donc, pour la collecte des données, je ne me charge pas de ça. Great. Et à quoi ressemble cet univers-là de recherche, ton univers de recherche au quotidien? Au quotidien, bon, généralement, moi, je travaille du lundi à vendredi, 9h ou 9h30, 17h. Qu'est-ce que je fais? Je me lève le matin, j'arrive au bureau. Donc, comme je suis dans une équipe, en fait, pluridisciplinaire avec il y a des médecins, il y a des biologistes, il y a des médecins biologistes, il y a des statisticiens. Donc, il y a toujours les réunions. Par exemple, le lundi, à 10, on a une réunion d'équipe. Après, le mardi, qui dit peut-être 2-3 après, le mardi, il y a une réunion du laboratoire parce que je suis dans un très grand laboratoire aussi rattaché au CHU de Grenoble, réunion du laboratoire. Donc, quand tu arrives le lundi, réunion, après tu te mets au taf, tu commences à travailler. Moi, j'ai toujours mes modèles, j'ai tous mes jobs que j'ai lancés, j'ai tous des articles que je suis en train de lire. Je suis en train peut-être de lire un article, une méthode qui a été développée dans tel article, je suis en train d'essayer de reproduire, en fait, tu vois, rester à jour. Et voilà, en fait, c'est ça une journée de travail. Et parfois aussi, il y a les périodes, en fait, très intenses où tu dois présenter dans des conférences comme là, peut-être, presque tout le mois de juin, j'ai des conférences par exemple sur 2 semaines. Donc là, il faut préparer des posters, il faut ajouter certains résultats, tu vois un peu. Et là, partie présenter. Là, en fait, notamment, c'est le Jobim, en fait. Jobim, c'est la journée des bioinformaticiens, en fait. OK. Une grande conférence qu'ils organisent en France, à Toulouse. Ils réunissent des bioinformaticiens. Et voilà, vous pouvez venir faire des présentations, voilà. Et là, donc, en fait, c'est ça une journée, c'est ça une semaine de travail chez moi. Et en parallèle, comme je suis en train de faire une thèse, en parallèle, je dois faire avancer les résultats, en fait, du projet de thèse.
je dois faire avancer le projet. Puis je dois rédiger aussi en parallèle, quoi. Là, je suis en train de bosser sur le premier article. L'objectif, c'est de publier le premier article en octobre. Donc, en parallèle, quand j'ai quelques résultats, j'essaie de voir comment je peux intégrer déjà dans l'article. Et puis, il y a des parties de l'article que je rédige en parallèle. Donc, c'est en gros, ça, une journée de travail ou bien une semaine de travail chez moi. Merci Franck, merci beaucoup pour l'échange et merci pour cette transparence-là. Malheureusement, on n'est pas entré dans les détails de ta casquette d'entrepreneur, des projets que tu as lancés. Je prendrai pas trop de temps dessus. Vivement qu'on ait l'occasion de discuter dessus dans un futur. Mais voilà, je tiens encore à te remercier pour ta disponibilité et pour l'intérêt que tu as envers ces différents c'est ce projet particulier qui est voilà d'inspirer la jeunesse aussi bien que l'on a reçu des autres, on se veut donner. Et c'est pas tout le monde qui a cette nature là de give back comme tu le disais encore aujourd'hui. Donc ça fait toujours plaisir de t'avoir d'échanger autour de cette thématique-ci. Merci encore Franck pour cet échange et puis je te souhaite d'excellentes avancées dans ta recherche, dans tes projets et dans tes différentes entreprises. Merci. Merci beaucoup, Nathan. Vraiment, le plaisir est partagé et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Certainement. Bye bye. D'accord. Bye bye. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es intéressé par des bourses d'études, j'ai fait une formation complète sur des bourses d'études dont je te laisserai le lien dans la description. D'ici là, je te laisserai également le lien vers des vidéos, des interviews que j'ai fait avec des jeunes étudiants de partout le monde bénéficiant des bourses d'études dans les 4 coins du monde. Europe, Asie, Amérique, Afrique. Et je pense que leur expérience te permettra de mieux appréhender la réalité des bourses d'études et surtout à l'étranger. Alors je te donne rendez-vous dans ces vidéos-là. D'ici là, stay hungry, stay foolish.